Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc la dernière fois on a parlé du bonheur, hein. On a essayé de définir le bonheur. Et là on peut essayer de définir le malheur. C'est bizarre, c'est que c'est beaucoup plus facile, ça semble beaucoup plus facile de définir le malheur que de définir le bonheur. Et parce que bonheur, vous avez la joie, vous avez voilà, le bien-être, se sentir à l'aise, heureux, simplement de l'ici et maintenant. Le malheur, ça nous semble beaucoup plus familier certainement. Mais le malheur, c'est un petit peu associé à la souffrance. Vous savez, en fin de compte, au Moyen-Âge, on n'avait peut-être pas la même définition du bonheur et du malheur. L'heure, c'est la chance. H-E-U-R. L'heure, c'est la chance au Moyen-Âge. Et le bonheur, c'est quelqu'un qui était chanceux, hein. C'est quelqu'un à qui tout réussissait. C'est pour ça que j'ai parlé dans la définition du bonheur, de réussir sa vie, d'avoir réussi sa vie, voilà, d'avoir pu transmettre des valeurs, etc. C'était une forme de bonheur, ça rendait heureux. Voilà. Et le malheur, c'est celui qui n'avait pas de chance. Koshi Toei, 10e dan d'aïkido, un élève de Ueshiba Sensei, disait que quand on pratiquait le ki, par exemple, la méditation ki, la respiration ki, on devenait chanceux. C'est-à-dire que on attirait la chance. Alors, je trouve ça assez intéressant. C'est un coin que j'aimerais aller, mais parce qu'il n'y a pas de vent. Mais c'est bourré de caravanes et de voitures dans un état pitoyable. Donc, je vais pas faire tous les campements non plus. Voilà, donc le bonheur, la définition, c'est d'avoir de la chance, d'après au Moyen-Âge. Et le malheur, c'est de ne pas avoir de chance, tout simplement. J'essaie de vous trouver un coin qui ne soit pas trop en contre-jour. C'est pas évident parce que là, c'est assez nuageux. J'aurais voulu quand même vous faire profiter de la nature. Voilà, comme ça. Donc, oui, il y a des gens dans leur vie... ils sont pas connectés. Pour moi, quand vous êtes malheureux, c'est que vous n'êtes pas connecté. Quand vous êtes heureux, c'est que vous êtes connecté. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos sur la connexion, j'en parle beaucoup dans mes stages. J'ai fait plusieurs stages pour apprendre aux gens à se connecter, à être connecté déjà à soi-même, hein, et se connecter aussi à l'environnement et aux autres. Alors, il y a des gens qui cherchent toujours... ils sont pas connectés, alors ils cherchent la connexion, on va dire, ou la reconnaissance plutôt chez les autres. Alors c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ils cherchent à toujours être chef de quelque chose. Président de ceci, ils veulent avoir du pouvoir pour influencer les autres et manipuler les autres. C'est comme ça qu'ils se sentent heureux, certainement. Et c'est ces gens qui disent vouloir... trouver leur bonheur comme ça, pour moi c'est des gens qui sont très malheureux. Et ça me fait penser les gars qui sont sur le radeau de la Méduse, hein, c'est un radeau de naufragés pour ceux qui ne connaissent pas, et qui voudraient être élus chef de bord du radeau de la Méduse. Hein, ou ceux qui se battent pour avoir les premières places pour assister au dernier concert de l'orchestre du Titanic par exemple. C'est-à-dire que leur vie est foutue, leur vie est merdique, mais ils veulent quand même être reconnus par les autres. Ça, je trouve ça bizarre. Il y a des gens, c'est comme ça, hein. Ils veulent toujours... ils font partie d'une douzaine de structures, clans, loges et tout. Tout ça pour qu'on leur dise, que les autres leur disent, non, t'es quelqu'un qui a de la valeur. Hein. Peut-être parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents, hein. Peut-être parce que leur père et leur mère... leur a dit qu'ils étaient nuls. Et puis voilà, c'est les gens qui les ont élevés. Ou c'est des gars qui ont de l'assistance, c'est peut-être des gens qui n'ont jamais été élevés du tout. Enfin, c'est des gens qui sont partis dans la vie avec une idée d'eux-mêmes qui était vraiment très, très, très basse et qui essayent de s'élever dans le regard des autres, ou à travers le regard des autres. C'est-à-dire, si les autres me valident, alors je me sens heureux. C'est un petit peu bizarre. Donc... voilà, alors je parlais du chef de bord du radeau de la Méduse. Alors, pour moi, c'est des gens qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas connectés. Sinon, je parlais aussi de la solitude aussi.
Allez, on est reparti en zone de vent. J'ai voulu me monter de, on va dire, de 1 mètre. Et de 1 mètre, je suis passé en zone de vent. Voilà. Donc, la solitude peut être vécue comme un malheur, une malchance, si elle est choisie, non, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, les ascètes, hein, c'est comme si Bouddha vous disait qu'il était malheureux parce qu'il était seul sous son arbre en train de méditer, voilà, que Maître Écart disait qu'il était mal dans sa méditation, quoi. Saint Augustin, priant ou méditant dans une grotte, dirait qu'il est malheureux parce qu'il est tout seul. Il y a des tas de pénitents, il y a des tas de moines qui cherchent la solitude. Hop, j'essaye de ne pas être en contre-jour. Donc le malheur, souvent, s'associe aussi à la souffrance. C'est sûr que si la souffrance elle est chronique, ça devient un vrai malheur. La souffrance, elle va être surtout morale, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément associée à la douleur physique. Ça, c'est un truc... par exemple, quand vous faites des massages russes, par exemple, vous avez la douleur physique, mais qui vous amène à une détente musculaire. Alors, j'ai déjà expliqué, hein, votre muscle est tendu, on vous le retend au maximum, et après, par réflexe myotatique, hein, c'est-à-dire propre au muscle, après une grande contraction, le muscle se détend. C'est pour ça que dans certains cours de stretching, on vous demande de vous tendre. On vous dit contracter, relâcher, contracter, relâcher. Vous voyez? Ah, ils ont fermé le passage. Mince. J'aurais bien voulu passer par là-bas. Ok, on va passer par là. Ah mais non, je vais être en contre-jour, j'ai pas le choix. Donc je passe par là-bas. Voilà, donc en fin de compte, la souffrance, elle est déterminée par exemple, si... la souffrance est morale, c'est ce que je voulais dire. La souffrance est déterminée par Bouddha, par exemple, la célèbre maxime « J'aime les roses, mais elles se fanent quand même. Je n'aime pas les araignées, mais elles existent quand même. » Donc la souffrance, c'est de refuser ce qui est, c'est de ne pas être en accord, de ne pas être d'accord avec ce qui est, avec ce que la vie nous donne. Donc la vie nous donne quelque chose, ou notre karma, comme vous voulez, nous donne quelque chose, notre destin nous donne quelque chose, et on refuse cette chose. On refuse d'apprendre, on refuse les épreuves que la vie nous envoie. Regardez ces fleurs comme elles sont jolies. Donc on refuse ce que la vie nous donne et à ce moment-là, évidemment, on se crispe, on se contracte, on se met en boule et on souffre donc moralement. Donc on peut souffrir sans avoir de douleur physique, tout comme on peut avoir une douleur physique sans souffrir. Ce qui est le cas des massages russes, par exemple. Voilà. Donc c'est bizarre qu'il soit plus facile de parler du malheur que du bonheur, peut-être par pudibonderie, hein, peut-être par pudeur, je ne sais pas. C'est plus facile de déterminer ce que c'est que le malheur que ce qu'est le bonheur. Ouais, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que voilà, je vous fais faire une petite balade et effectivement le bonheur peut être trouvé dans bien des choses, très simple, et la souffrance par elle-même, elle est morale. Les êtres qui nous manquent, c'est souffrance. Comme on dit, vivre avec quelqu'un que l'on n'aime pas, c'est souffrance. Ne pas vivre avec les gens qu'on aime, c'est souffrance. C'est pas malheur, c'est pas douleur physique. Après, on peut somatiser. On est en zone de vent. Ah, je vous laisse regarder les maisons, les jardins. Ouais, il n'y a plus grand chose à voir de ce côté-là. Ça fait des siècles que je ne suis pas passé par là. Tiens, j'avais 10 ans quand je suis passé par là. Ça fait 50 ans que la dernière fois que je suis allé ici. C'est une tour qu'on appelle le pigeonnier. Tour aux pigeons. Regardez ces vieilles maisons comme j'adore ça. Vous voyez ? Je sais pas si c'est habité, sûrement.
immense, avec la tour en haut, et les vieilles pierres à l'ancienne, avec les tuiles à l'ancienne. Je ne sais pas si vous voyez les tuiles charentaises, la cheminée en briques. Vous avez des sortes de sculptures sur les briques. Il faudrait que je me mette ici pour les voir. C'est des briques pleines moulées. Voilà. Et les vieilles façons de faire les murs à la méthode romaine. Donc vous voyez bien le mélange d'argile, voilà, de terre et de chaux. Oui. Ça c'est la vieille méthode romaine qui a duré des milliers d'années. Magnifique. Alors, parfois on voit des petits trous dedans parce que vous avez des vers qui mangent le calcaire et les oiseaux viennent picorer pour manger ces vers, et ça donne des sculptures bizarres qui font ressortir des fossiles sur le calcaire. Je suis en train de chercher par exemple ici, vous voyez, ça fait ressortir des fossiles. Là vous avez des, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des coraux, vous avez des morceaux de coraux. Ici vous avez des huîtres, ici. Ah, vous voyez, vous avez un morceau de fer, d'oxyde de fer dans une espèce de moule. Ici, là, pardon, voilà. Alors, ici, vous avez tout un paquet de coquillages que l'on voit très bien. Donc la ville est bardée de ces espèces de petits coraux. Oh, regardez, vous voyez ces petits coraux là, partout là. Avec des huîtres hein, qu'on voit de profil, un morceau d'huître. Donc c'est des pierres qui ont été, c'est du calcaire hein, donc qui a été fait par des milliers d'années. Regardez ça. Ah, c'est carrément de la silice. J'ai perdu le nom là. Cette pierre, quand vous cassez, vous avez plein de cristal dedans. Vous voyez ? Ouais, donc ça fait partie de la construction de la ville. Alors, regardez, alors là on les voit bien là, regardez ça, regardez tous ces coraux. Je vais vous faire un petit travelling sur les coraux. Regardez tous ces coraux. Je sais pas si avec le contre-jour, voilà. Vous voyez, ça c'est une huître. Ça c'est un sacré corail, un morceau de corail. Et là vous avez carrément le morceau de coquille dedans, coquille Saint-Jacques. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, vous voyez, c'est cette espèce de vers de pierre qui bouffe les... je ne sais pas si c'est des champignons ou des vers, qui font ressortir donc tous ces coquillages. C'est vraiment magnifique. Oui, on le revoit ici, un pierre beaucoup plus foncé, beaucoup plus. Voilà, on voit les morceaux de coraux. Voilà. Donc là, vous regardez, vous passez de la préhistoire, même de l'avant-préhistoire, c'est-à-dire de la formation du corail, formation du calcaire dans les mers pendant des millions d'années, jusqu'à l'époque romaine, avec cette espèce d'enduit fait de sable, d'argile, et au Moyen-Âge, par rapport à cette tour qui est magnifique. Voilà. C'est notre petite minute Ushuaïa. On découvre, malgré tout ce malheur, la beauté
des bâtiments, de ce que peut faire l'homme quand il veut faire quelque chose de bien qui dure. Ah, regardez comme c'est beau, balcon, magnifique. Même la sculpture au balcon, le ferronnage au balcon, je trouve magnifique. Ça c'est mon côté ferronnier, hein, ça c'est... On appelait ça serrurier métallique quand j'ai passé la formation. Là, vous connaissez ces histoires de X, hein, voilà, le X que vous voyez ici, hein, c'est parce que la maison se casse la gueule, certainement parce que le terrain s'affaisse. Et le terrain s'affaisse parce que justement, on va dire, le sol se déshydrate. Ok, donc c'était un petit passage avec au loin certainement des cerisiers aux pommiers en fleurs japonais qui sont toujours magnifiques en cette saison. Allez, à bientôt et donnez-moi vos définitions du malheur si vous avez. Voilà. À très bientôt.